Je m'appelle Anne, j'ai 41 ans, et je me demande encore comment j'ai pu ignorer tant de signes pendant si longtemps. Je n'ai jamais cherché à être sous les projecteurs. Je ne me suis jamais battue pour des compliments ou une place dans ma famille. Mais ce jour-là, dans un vieux château rénové à Bordeaux, tout est devenu clair comme jamais auparavant. On passe sa vie à essayer d'appartenir, à vouloir trouver sa place dans ces espaces qu'on appelle maison, jusqu'à réaliser qu'on n'y a peut-être jamais vraiment eu sa place. J'étais venue au mariage de mon frère, Antoine, pensant que ce serait une énième réception élégante, pleine de formalités, de coupes de champagne et de sourires forcés. Mais même en m'attendant un peu, j'ai réussi à être déçue d'une manière qui m'a brisée de l'intérieur. La cérémonie était organisée avec une attention presque obsessionnelle aux détails. Des fleurs blanches partout dans le jardin, des invités habillés comme s'ils défilaient à Paris, et une ambiance de grande fête, de celle qu'on planifie pendant des mois. J'étais arrivée à l'heure, dans une robe bleu marine achetée quelques semaines plus tôt à Lyon. Elle n'était pas hors de prix, mais c'était la plus élégante que j'avais, et je me sentais bien dedans. J'ai garé ma voiture sur le parking réservé, je suis descendue calmement, et une jeune femme de l'équipe d'organisation m'a accueillie. Elle m'a souri, a noté mon nom, et m'a fait signe de la suivre jusqu'à la salle. Jusque-là, tout semblait normal, mais quand elle s'est arrêtée près d'une petite table dans un coin du hall latéral, près des toilettes et loin de tout autre invité, mon cœur s'est serré. J'ai regardé autour de moi, perplexe, pensant à une erreur. « Madame Anne Morel, c'est bien ça ?» a-t-elle confirmé avec un sourire. J'ai hoché la tête lentement. « Votre place est ici. » J'ai jeté un œil à la table. Une seule coupe posée, une petite pancarte en papier avec mon nom. Pas de fleurs, pas d'autre nom à côté. Juste moi. J'ai demandé, en essayant de garder mon calme, « Vous êtes sûre ? Ma place ne devrait pas être dans la salle principale ?» Elle a vérifié rapidement sa tablette et a répondu avec ce ton posé qui rend tout pire. « Tout est correct. C'est bien la place qu'on nous a indiquée. » Je ne savais pas quoi dire. Je suis restée là, figée, à contempler cette scène absurde, tandis qu'au loin, j'entendais les rires des invités qui entraient par les grandes portes vitrées de la salle. C'était comme si le monde entier avançait et que j'avais été oubliée à l'entrée. J'ai essayé de me convaincre qu'il s'agissait d'une erreur, qu'on pouvait arranger ça. Je me suis dirigée vers le jardin, où j'ai aperçu ma mère en grande conversation avec le père de la mariée. Elle portait une robe vert foncé, élégante, et semblait plus heureuse que je ne l'avais vue depuis longtemps. Je me suis approchée avec un sourire hésitant. « Maman, tu as une minute ?» Elle m'a toisé de haut en bas, sans cacher son impatience. « Anne, pas maintenant? Tu as vu l'heure? Antoine va bientôt arriver. » J'ai insisté, « C'est rapide. » On m'a placée à une table isolée, dehors. Elle a soupiré, comme si je me plaignais d'un détail insignifiant. « Ne commence pas avec tes drames, ma fille. La famille de la mariée est nombreuse. Il a fallu tout organiser au mieux. Tu es grande. Tu comprends? » J'ai ravalé ma salive. « Mais je suis la sœur du marié. » Sa seule sœur. Elle a haussé les épaules. « Justement, j'ai pensé que ça ne te dérangerait pas. Tu as toujours été si indépendante. » Ce mot, « indépendante », m'a fait l'effet d'un coup près. C'était l'étiquette qu'on m'avait toujours collée pour justifier qu'on m'écarte. Je n'avais pas besoin d'aide, d'attention, d'affection. J'étais celle qui se débrouillait seule, même petite, même malade. Même quand je pleurais seule à l'école parce qu'on avait oublié de venir me chercher. Je suis revenue vers l'entrée de la salle en mode pilote automatique. Ces mots résonnaient en moi, me ramenant à cette place habituelle, dans un coin, invisible. Et ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas l'exclusion elle-même, mais que personne ne semblait trouver ça anormal. Tout le monde semblait parfaitement à l'aise avec l'idée de me laisser en dehors du tableau. Quand j'ai tenté d'approcher mon père, il m'a fait un geste rapide de la main, comme pour éviter un scandale public. « Anne, s'il te plaît, installe-toi là-bas. On parlera après. » Ce n'était pas qu'une question de chaise. C'était ce que cette famille pensait que je méritais. Je me suis assise sur cette chaise solitaire, face à un mur orné d'une vieille tapisserie, sans aucune vue sur la cérémonie. Et là, seule, entre des soupirs étouffés et une douleur dans la poitrine, j'ai compris que cette exclusion avait toujours existé. Mais cette fois, elle était écrite noir sur blanc, en lettres dorées, avec mon nom joliment calligraphié, comme une récompense pour des années de loyauté silencieuse. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose en moi avait changé. Et quand mon frère entrerait dans cette salle, il réaliserait peut-être que, cette fois, je n'allais pas me contenter de sourire et de faire comme si tout allait bien, parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais plus prête à accepter ce rôle de figurante. La musique a commencé à résonner à l'intérieur. Un quatuor à cordes jouant une mélodie délicate, classique, comme si tout était parfaitement orchestré. Sauf moi. Les portes de la salle principale se sont fermées, étouffant les applaudissements et les exclamations de joie qui venaient de l'intérieur. Je suis restée assise là, près de cette tapisserie défraîchie, les mains sur les genoux, les yeux rivés sur la pancarte avec mon nom. Elle était élégante, je l'admets. Papier épais, lettres dorées, dans une calligraphie impeccable.
Mais même ce qui semblait beau était un rappel cruel de mon insignifiance. C'était comme si on me disait, avec toute la délicatesse et le raffinement possible, « Tu es là, mais pas pour participer, juste pour regarder, de loin. » J'ai fermé les yeux un instant. La dernière fois que je m'étais sentie aussi déplacée, c'était pour mes 30 ans, quand j'avais organisé un petit dîner intime et que seuls mes collègues de travail étaient venus. Ni ma mère, ni mon père, ni même Antoine. Il m'avait envoyé un message disant qu'il était en voyage avec sa petite amie de l'époque. La même qui, aujourd'hui, était là-dedans, sur le point de devenir sa femme. Ils étaient ensemble depuis des années, et pendant tout ce temps, elle m'avait à peine adressé la parole. J'étais toujours la sœur d'Antoine, rien de plus. Et dire que j'avais été là à chaque étape de sa vie. Quand il s'est cassé la jambe à 11 ans, c'est moi qui ai couru chez le voisin pour demander de l'aide. Quand il a raté son premier concours d'entrée à l'université, c'est moi qui ai passé la nuit à plaisanter avec lui pour le distraire. Et maintenant, il s'apprêtait à commencer une nouvelle vie sans même prendre la peine de vérifier où j'avais été placée pour la cérémonie la plus importante de son existence. Mais le plus dur, c'était cette vieille sensation qui revenait sans cesse, celle d'être utile seulement dans les moments de crise et invisible dès que tout allait bien. La dépendante affective de la famille, c'était ma mère. Le charmeur, c'était Antoine. Et moi, j'étais l'adulte, la pragmatique, celle qui règle les problèmes, celle qui ne ressent rien, sauf que je ressentais. Et à cet instant, j'avais l'impression d'avoir été effacée de mon propre nom de famille. J'ai pris une grande inspiration, sorti mon téléphone de mon sac et l'ai regardé quelques secondes, sans savoir si je devais partir sans bruit ou faire quelque chose. Poster quelque chose? Parler à quelqu'un? Mais que dit-on quand sa présence est traitée comme un bagage encombrant? Personne ne s'attendait à ce que je fasse des vagues. Je n'étais pas du genre à créer des problèmes, mais peut-être était-il temps de cesser d'être si prévisible. Parce que s'il y avait une chose évidente à ce moment-là, c'est que le silence ne m'avait jamais donné de place. Il m'avait juste éloignée encore plus de celle que j'étais vraiment. Je me suis levée lentement, j'ai ajusté ma robe et j'ai marché jusqu'au bout du couloir. De là, je pouvais voir une partie de la terrasse latérale, où se trouvait l'espace fumeur du château. Quelques oncles éloignés étaient là, riant fort, un verre à la main. J'ai pensé à passer par là, peut-être croiser une connaissance, mais j'ai vite compris que ça ne servirait à rien. Eux aussi avaient toujours été les premiers à oublier mon nom. Une fois, à Noël, l'un d'eux m'avait appelée Karine. J'avais corrigé. Il avait ri. « Oh, c'est tout pareil, non ?» Je suis revenue m'asseoir à la même place. Là, entre cette tapisserie et ce mur froid, j'ai senti mon cœur commencer à se durcir. Pas de colère, mais de quelque chose de plus dangereux. L'indifférence. Pour la première fois, j'ai sérieusement envisagé de ne pas attendre le dîner, de ne pas sourire sur les photos, de ne pas prétendre faire partie de la fête. Et vous savez, ce moment où l'on sent que, si l'on fait un premier pas, il n'y aura pas de retour en arrière, c'était ça, une rupture silencieuse, mais définitive. C'est à cet instant précis que la porte de la salle s'est ouverte. Quelqu'un en est sorti, une amie de la mariée sans doute. Elle ne m'a même pas remarqué. Et c'est là que j'ai compris que personne ne le ferait si je disparaissais. Et ça faisait plus mal que n'importe quelle offense directe. Parce que l'absence ne blesse que si l'on attend votre présence. Dans mon cas, il n'y avait même pas ça. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire. Cette impression d'être entouré de gens qui devraient vous aimer, mais qui ne vous voient pas. Si vous avez vécu ça, dites-le dans les commentaires. À quel moment avez-vous réalisé que vous n'étiez pas une priorité dans votre propre famille? Et si ce contenu vous touche d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous, pas par obligation, mais parce que peut-être, comme moi, vous en avez assez de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cet espace est pour ceux qui ressentent, qui réfléchissent, qui ont le courage de regarder leur douleur sans honte. Alors que j'étais encore là, immobile sur cette chaise, avec la musique lointaine de la salle qui me rappelait que cette célébration n'était pas pour moi, quelque chose en moi s'est éveillé. Une pensée ancienne, presque enfouie, une odeur, une image, comme si le tissu de cette tapisserie face à moi avait dénoué un souvenir. Je me suis revue à 14 ans, dans un hiver gris, dans la vieille maison de Toulouse où nous avions grandi. Mes parents organisaient les 18 ans d'Antoine. Et je m'étais proposée pour aider avec les invitations. Je me souviens avoir passé des heures à préparer les enveloppes avec soin, à écrire les noms avec un stylo doré que ma mère gardait pour les grandes occasions. Ce soir-là, épuisée, je suis montée dans ma chambre, espérant un simple merci. Il n'est jamais venu. À la place, j'ai entendu ma mère au téléphone avec une voisine, disant « Anne aide parce qu'elle n'a pas d'amis, la pauvre. » Au moins, ça l'occupe. Je suis restée figée près de la porte, la main sur la rampe de l'escalier. Ça faisait plus mal que n'importe quel cri. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. J'ai juste arrêté d'essayer de faire partie. Revenir à ce souvenir, des années plus tard, au mariage de mon frère, c'était comme ouvrir une fenêtre que j'avais moi-même fermée. J'ai compris que chaque exclusion, chaque petit geste de mépris ou d'indifférence n'était pas anodin. C'était une logique familiale où je n'étais utile que lorsque j'étais invisible. Être présente, mais ne jamais prendre de place. Aimer, mais ne jamais être au centre de l'affection.
être loyale, mais jamais dans les mémoires. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, m'a donné une étrange sensation de force. Je suis restée là encore quelques minutes, jusqu'à ce que la porte latérale de la salle s'ouvre à nouveau. Cette fois, c'était Antoine. Seul, le blazer déboutonné, une légère sueur sur le front. Il a regardé autour de lui jusqu'à me trouver, assise dans mon coin. Il s'est approché comme s'il voulait juste éviter une crise. « Anne, ça va ?» Sa voix était basse, presque pragmatique, comme s'il redoutait un scandale. Je l'ai regardé dans les yeux. « Tu savais qu'on m'avait mise ici, dehors ?» Il a hésité. « Ça m'a suffi. C'est juste que la liste était compliquée. La famille de Claire est grande, et il s'est embrouillé. » Il évitait mon regard. « Et tu n'as pas voulu te battre pour moi ?» ai-je complété. « Tu as préféré me laisser dehors plutôt que de faire face à un malaise. » Il n'a rien dit. Et j'ai réalisé, à cet instant, à quel point notre relation était faite de ce silence, de convenance. J'avais toujours été la sœur qui comprenait, qui cédait, qui évitait les conflits, et lui, le frère qui ne se gênait pas pour me reléguer au second plan, parce qu'il savait que je ne ferais jamais d'esclave. Mais là, pour la première fois, il a vu sur mon visage que quelque chose avait changé. « Tu veux entrer maintenant ?» a-t-il demandé, comme s'il m'offrait une miette. « Le dîner va commencer. » J'ai souri, sans joie. « Non, merci. La nourriture serait peut-être bonne, mais le goût de l'indifférence, ça, j'en ai assez. » Il a secoué la tête, un peu agacé. « Tu as toujours été si dramatique. » Et voilà, l'étiquette habituelle, la même qu'on utilisait pour faire taire mes réactions. Exagérée, trop sensible. Toujours celle qui a tort parce qu'elle ressent. « Non, Antoine. J'ai juste fini de prétendre que tout va bien. Parce que ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. » Il m'a regardé avec un mélange de surprise et de gêne. C'était censé être mon jour, Anne. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre. Et combien de mes jours quelqu'un ici a-t-il respecté? À ce moment-là, ma mère est réapparue, sérieuse, rapide. Elle avait dû voir la scène depuis la terrasse et s'est approchée pour éviter tout. Scandale. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé, sèchement. Antoine n'a pas répondu. Moi non plus. Je l'ai juste regardée. Elle a fait cette grimace impatiente, comme pour dire « encore ses émotions ». Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. De l'autre côté du couloir est arrivée une femme que je ne m'attendais pas à voir là. Madame Laurence, l'épouse de l'oncle Michel. Toujours discrète, toujours observatrice. Elle s'est avancée vers moi et, sans un mot, a posé sa main sur mon épaule. Elle a regardé ma mère et a dit, d'une voix basse mais ferme, « Anne n'a pas tort. » Puis elle s'est tournée vers moi. « On fait semblant de ne pas voir ces choses-là parce que c'est plus facile. Mais toi, on t'a toujours mise de côté. » Je l'ai vu, oui. Je n'ai juste jamais su si je devais intervenir. J'ai ravalé ma salive. Pour la première fois, quelqu'un reconnaissait ce que je ressentais sans chercher à me minimiser. Ma mère est restée sans voix. Antoine aussi. Et moi? J'ai compris que je n'étais pas aussi seule que je le pensais. Ce n'était pas le ton, ni les mots choisis. C'était le fait que, pour la première fois, quelqu'un dans cette famille admettait que je n'inventais rien, que je n'exagérais pas, que je n'interprétais pas mal. Ma mère l'a regardée avec une expression étrange, comme si elle ne savait pas si elle devait s'indigner ou avoir honte. Antoine a croisé les bras, comme s'il voulait clore cette conversation dans la seconde, et moi, à l'intérieur, je n'étais déjà plus la même. Madame Laurence m'a donné une légère pression sur le bras et s'est éclipsée discrètement vers la salle. Je suis restée là, face à eux deux. Tout ça aurait pu être évité avec un minimum de considération, ai-je dit. Ma mère a soupiré. « Tu prends toujours tout trop à cœur, Anne ?» J'ai souri. Mais ce sourire n'avait rien de léger. Parfois, le problème, ce n'est pas de prendre les choses à cœur. C'est qu'on ne te prenne pas en compte. Ils n'ont rien répondu. Et leur silence m'a donné une certitude que je n'attendais pas. Je n'avais pas besoin de leur permission pour me sentir légitime. Je pouvais parler. Je pouvais prendre ma place. Je pouvais être entendue, même s'ils n'aimaient pas ce que j'avais à dire. Alors je suis allée dans la salle d'attente du château, où quelques invités circulaient distraitement, et je me suis adressée au responsable de la cérémonie, un homme prénommé Gilles. Je lui ai demandé de réunir tous les parrains et les proches pour une photo officielle dans le jardin, avant le dîner. Gilles, poli et sans se douter de rien, a accepté. Quelques minutes plus tard, presque tout le monde était là. Mes oncles, mes cousins, les parents de la mariée, Claire dans sa robe impeccable, et mon frère, nerveux mais essayant de le cacher. Je me suis approchée du photographe et lui ai dit qu'avant de commencer les photos, je voulais dire quelques mots. Un petit discours, rien de long. Le photographe a acquiescé. Personne ne semblait comprendre ce qui se passait. Et c'est là que j'ai pris une grande inspiration et que j'ai commencé. Aujourd'hui, je suis venue ici en tant qu'invitée. Mais contrairement à vous tous, j'ai été mise à l'écart de la salle. Littéralement. Moi, la sœur du marié, j'ai été reléguée à une chaise isolée près des toilettes. Quelques rires gênés ont fusé. D'autres ont échangé des regards. J'ai continué, pendant des années, ma famille a fait comme si c'était normal. Comme si j'étais celle qui s'en sortait toujours. Celle qui n'avait besoin ni d'amour, ni d'attention. Mais tout a une limite. Et aujourd'hui, ici, devant vous tous,
J'ai décidé d'arrêter d'accepter le peu qu'on me donne. La mariée m'a interrompu. Anne, s'il te plaît, ne gâche pas notre journée. Je l'ai regardée. Claire, si ce n'était que ton jour, personne ne m'aurait invité. Mais c'est aussi le mariage de mon frère. Et il a choisi de m'effacer de tout ça. Antoine a tenté de se défendre. Tu exagères. Mais avant qu'il puisse en dire plus, une voix forte s'est élevée derrière. Non, elle n'exagère pas. C'était encore Madame Laurence, droite comme un i, déterminée. Tout le monde ici a toujours vu comment on traite Anne. La différence, c'est qu'aujourd'hui, elle a décidé de ne plus l'accepter. Et franchement, il était temps. L'ambiance est devenue lourde. Des gens mal à l'aise. D'autres avec des regards coupables. Et au milieu de tout ça, mon père est apparu. Il venait d'un coin du jardin, un verre de vin à la main. Quand il m'a vu parler, il s'est arrêté. Il a écouté en silence. Et puis, avec un geste que je n'aurais jamais imaginé, il s'est approché. « Pardon, ma fille, c'est tout ce qu'il a dit, mais ça m'a bouleversée de l'intérieur. Il ne l'avait jamais dit de toute ma vie. Jamais. Pas quand il a oublié mon anniversaire à 17 ans. Pas quand il n'est pas venu à mon récital. Pas quand j'ai passé 2 ans à l'étranger sans qu'il me demande si j'avais besoin d'aide. » Ces 3 mots, prononcés à voix basse, sans public ni répétition, pesaient plus que n'importe quel applaudissement. Je n'ai pas pleuré. Pas là. Mais tout mon corps semblait trembler intérieurement. Comme si l'armure que j'avais construite pendant des décennies commençait enfin à se fissurer. Je ne veux ni applaudissements, ni pitié. Je veux juste que vous sachiez que celle que vous avez laissée dans un coin aujourd'hui est la même qui a toujours été là quand personne d'autre ne l'était. Et aujourd'hui, ça change. Je ne me tairai plus. La photographe, ne sachant que faire, tenait toujours son appareil. Claire était visiblement furieuse. Antoine, sans réaction. Ma mère, immobile. Le marié a tenté de reprendre la pose, mais il était trop tard. Cette célébration n'aurait plus la même éclat, et il le savait, parce que la vérité, quand elle est dite à haute voix, ne peut pas être ignorée. Personne ne bougeait. Certains invités, qui ne savaient même pas vraiment qui j'étais, me regardèrent maintenant comme si un secret venait d'être révélé au beau milieu d'une cérémonie publique. Claire avait les joues rouges, les lèvres pincées. Antoine essayait de garder une contenance, mais ses yeux trahissaient un malaise profond. Ma mère ne me regardait pas. Elle serrait juste ses doigts contre son poignet, comme pour contenir une réaction. La photographe a reculé d'un pas, attendant que quelqu'un brise le silence. Et c'est Claire qui l'a fait. Elle s'est avancée, les yeux fixés sur moi. Tu aurais pu dire ça avant, à un autre moment, pas aujourd'hui. J'ai secoué la tête lentement. Et quand aurait été le bon moment pour dire que j'ai été traitée comme un accessoire oublié? Après le dîner? Quand je serais partie seule, comme d'habitude? Elle a soufflé. C'est un mariage, ce n'est pas à propos de toi. Et voilà, le nœud de l'histoire. Je n'avais jamais fait partie de rien parce que, pour eux, j'étais toujours trop quand je me montrais, ou pas assez quand je me taisais, invisible quand je m'effaçais, gênante quand j'essayais d'exister. « Tu as peur de ce qu'on va penser? » lui ai-je demandé. Claire a hésité, puis répondu « J'ai peur que tu gâches tout. » Antoine, voyant la tension monter, a tenté d'intervenir. « Anne, si tu as des rancunes contre la famille, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas organisé le mariage. Je l'ai coupé. Tu as juste accepté, comme toujours. Comme cet été à Marseille, quand j'étais malade et que tu es partie à la plage avec les cousins, même en sachant que j'étais clouée dans ma chambre avec de la fièvre. Tu te souviens? Il n'a pas répondu. Tu pensais que ça m'était égal, que j'étais trop forte, mais être oubliée, ce n'est pas un signe de force. C'est juste de l'abandon. Antoine a pris une grande inspiration. Tu gardes ça depuis 20 ans? Je l'ai fixé? Oui, parce que personne ne m'a jamais laissé l'espace pour le dire. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une femme que je n'avais jamais vue s'est approchée. Elle portait une robe bleu clair et serrait une pochette argentée avec force. « Excusez-moi », a-t-elle dit à voix basse. « Pardon de m'immiscer, mais je suis une amie de Claire depuis la fac et je l'ai entendu dire des choses assez désagréables sur vous, Anne. » Y compris aujourd'hui, dans la loge, elle a dit que la sœur du marié avait la manie des grandeurs et qu'il suffisait de lui donner une chaise quelconque pour qu'elle se sente importante. Claire a écarquillé les yeux. « Isabelle, c'est scandaleux. Tu vas croire une phrase sortie de son contexte? » Mais Isabelle n'a pas reculé. « Ce n'est pas hors contexte, Claire. Tu t'es toujours moquée d'elle. » Et là, franchement, je commence à comprendre pourquoi. Claire s'est tournée vers Antoine. « Tu vas laisser ça arriver? Tu vas laisser cette femme salir notre journée avec des ragots et du drame? » Antoine a hésité. Et c'est là que ma mère, enfin, a brisé le silence. « Ça suffit, » a-t-elle dit d'une voix ferme. Tout le monde s'est tu. Elle s'est avancée lentement vers moi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. J'ai eu tort, souvent. Je pensais que te traiter comme une adulte, comme quelqu'un qui n'avait pas besoin, était la bonne chose à faire. Mais maintenant, je vois que je n'ai fait qu'alimenter une forme d'abandon silencieux. Tu étais ma fille, Anne, et je ne t'ai pas vue. Je ne savais pas quoi répondre. Ça ressemblait à un rêve, mais sans rien de doux. « Tu veux savoir ce qui fait le plus mal? » lui ai-je demandé. « C'est que j'ai appris à trouver ça normal, à accepter d'être oubliée, à sourire en ravalant ma colère, à ne plus rien attendre. » Ma mère a secoué la tête.
les larmes aux yeux. Je ne peux pas effacer ça. Mais je peux t'écouter maintenant. Claire a levé les yeux au ciel. Ah, c'est donc ça? Tout le monde va se retourner contre moi maintenant? À cause d'une place à table? À cause d'une sœur qui a décidé de transformer le mariage en thérapie publique? Et là, de manière inattendue, mon père est intervenu à nouveau. Claire, tu fais partie de cette famille maintenant, mais ce n'est pas toi qui décides de ce qui compte. Et ce qu'Anne a dit, ça aurait dû être dit il y a longtemps. La mariée s'est figée. Son maquillage parfait commençait à s'estomper sous la chaleur et la tension. Antoine semblait vouloir s'évanouir. Et moi, curieusement, je me sentais solide. Comme si j'avais enfin posé les pieds sur un sol ferme après une vie à marcher sur des coquilles d'œufs. Claire est restée là, immobile, comme si tout autour d'elle s'était arrêté. C'était étrange de la voir ainsi, sans mots, sans maîtrise de la situation. Les invités qui étaient revenus dans le jardin après l'agitation observèrent maintenant de loin, en silence. Ce qui devait être une fête parfaite s'était transformé en une vitrine de vérité ancienne. On ne pouvait plus faire marche arrière. On ne pouvait plus prétendre que rien ne s'était passé. Le château des convenances, des apparences soigneusement entretenues, s'effondrait sous les yeux de tous. Et moi, au milieu de tout ça, je tenais bon. Antoine n'a plus dit un mot. Peut-être parce qu'il avait enfin compris le poids du silence qu'il avait nourri pendant si longtemps. Ma mère restait muette à mes côtés. Fini les phrases toutes faites, les excuses banales, les mots vides comme « tu es trop indépendante » ou « tu n'as jamais eu besoin ». Elle savait. Et pour la première fois, peut-être, elle ressentait tout ce que j'avais enduré pendant des années. Le mépris subtil, l'oubli déguisé en confiance, l'exclusion travestie d'équilibre. Claire a reculé de 2 pas, comme si elle cherchait un refuge. Mais personne n'a bougé. Pas même ses amis les plus proches. Elle a regardé autour d'elle, en quête d'alliés. Elle n'a trouvé que des regards baissés, gênés, distants. Et quand elle a enfin croisé les yeux d'Antoine, elle y a vu une expression qu'elle ne reconnaissait pas. De la déception, de la confusion, et peut-être même de la culpabilité. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Puis, sans un mot, elle a fait demi-tour et est rentrée dans la salle. Ses pas précipités, sa robe traînant derrière elle. Tout le monde est resté là, ne sachant pas s'il fallait retourner à la fête, suivre le protocole, ou si ce mariage avait encore un sens. J'ai regardé mon père qui, contrairement à tant d'autres moments, m'a regardé en retour. « Tu as été courageuse, Anne », a-t-il dit. J'aurais dû le dire avant, mais peut-être qu'aujourd'hui était le bon jour, parce que si ça avait été un autre moment, personne n'aurait écouté. Peu à peu, les invités ont commencé à se disperser. Certains sont retournés dans la salle, hésitants. D'autres sont partis. Et moi, je suis restée là, dans le jardin, sentant l'air frais de la nuit caresser mon visage. Le ciel s'assombrissait, et la première étoile apparaissait au-dessus des toits du château. C'est à ce moment-là que mon frère est revenu, seul, le blazer ouvert, la cravate desserrée. Il s'est assis à côté de moi, sur un banc de pierre sous un arbre. Nous sommes restés silencieux quelques secondes, puis il a parlé. « Tu as toujours été meilleur que moi, mais j'avais peur de ça, peur de te voir briller. » Parce que ça voulait dire voir à quel point j'avais été égoïste. Ça m'a prise par surprise. Tu n'as jamais eu à rivaliser avec moi, Antoine. Il a baissé la tête. Mais je rivalisais avec toi, en silence. Et c'était plus facile de te laisser derrière que d'admettre ça. J'ai pris une grande inspiration. Je ne suis pas là pour entendre des confessions. Je voulais juste du respect. Il a hoché la tête. Et je suis là pour te dire que tu l'as. Et que tu l'aurais toujours dû avoir. Je me suis levée lentement. J'ai ajusté ma robe et j'ai jeté un dernier regard au château. Je pars, Antoine. Mais cette fois, ce n'est pas triste. C'est juste nécessaire. Il s'est levé aussi, je comprends. Et pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes enlacés. Un câlin sincère, contenu, mais chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. En allant vers ma voiture, j'ai vu ma mère appuyée contre un pilier de pierre, seule, jouant distraitement avec son bracelet doré. Elle m'a vue, et pour la première fois, elle n'a pas essayé de me retenir. Elle n'a pas tenté de réparer quoi que ce soit avec des phrases rapides. Elle a juste hoché la tête, comme quelqu'un qui comprend enfin qu'il a perdu quelque chose qu'il pensait toujours avoir à portée de main. Je suis montée dans ma voiture et j'ai fermé la porte doucement. La radio s'est allumée toute seule. Comme toujours, une musique instrumentale douce jouait. J'ai démarré, pris une grande inspiration et laissé le château derrière moi. La fête pouvait continuer. Les lumières resteraient allumées. Mais pour moi, ce cycle était terminé. Pas de manière amère, mais comme une libération. J'ai roulé en silence sur les routes désertes de la campagne française pendant presque 1 heure. Les lumières du château rapetissaient dans le rétroviseur, comme si elles appartenaient à une autre vie. Ma robe était froissée, mes cheveux en désordre et mon maquillage avait disparu depuis longtemps. Mais je ne m'étais jamais sentie aussi légère. Pour la première fois, je quittais un lieu sans porter un poids qui ne m'appartenait pas. Arrivée chez moi, j'ai laissé mes chaussures à la porte. J'ai marché jusqu'à la cuisine, préparé un thé, et je me suis assise à la table. Seule. Et non, je ne me suis pas sentie seule. Je me suis sentie entière. Et c'est là, dans le silence de ma maison simple, que j'ai réalisé à quel point j'avais passé ma vie à attendre une reconnaissance qui ne viendrait peut-être jamais. Mais ce soir-là,
j'ai compris que la validation qui change tout, c'est celle qu'on s'accorde à soi-même. J'ai passé des années à essayer de comprendre où je m'étais perdue. Quand j'ai commencé à accepter si peu, quand je suis devenue experte pour ravaler mes mots, pour prétendre que tout allait bien, mais la vérité, c'est qu'on apprend ça quand l'amour qu'on reçoit est toujours conditionnel, classé, comparé. Et il arrive un moment où soit on se recroqueville encore un peu plus, soit on se redresse. J'ai choisi de me redresser. Et si cette histoire m'a appris une chose, c'est que le silence n'est pas noble quand il nous efface. Que être trop forte est souvent juste un autre nom pour souffrir en silence. Aujourd'hui, ma relation avec ma famille a changé. Pas parce qu'ils sont devenus différents, mais parce que moi, je l'ai fait. Je n'accepte plus les invitations accompagnées de miettes d'affection. Je ne m'assieds plus à des tables où mon nom n'est placé que pour la forme. J'ai appris que l'absence peut être un cri, et que si l'on ne s'invite pas dans sa propre vie, personne d'autre ne le fera pour nous. Et si vous le pouvez, partagez dans les commentaires. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous méritiez mieux? Où vous en avez eu assez d'accepter si peu? Où vous avez décidé de sortir du fond de la salle pour prendre votre place? Racontez-moi, parce que chaque histoire partagée ici aide quelqu'un qui est peut-être encore dans le silence. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime, pas par réflexe, mais comme un signe que vous voulez entendre plus de vérités comme celle-ci. Et si vous le souhaitez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et de faire partie d'un espace où même ceux qu'on a toujours mis de côté ont enfin une voix. À la prochaine histoire.